Good morning, good afternoon, good evening everyone. Aujourd'hui, je vous propose, chers amis, objectif de cette vidéo, corriger 4 grosses erreurs que font toujours les francophones en anglais. Alors, quand je dis toujours, évidemment, c'est entre guillemets, mais je suis sûr, quasiment sûr, que toi qui regardes cette vidéo, tu en fais au moins une ou deux et ça entache à la fois ton expression écrite, bien sûr, mais aussi ton expression orale. La première, c'est qu'en français, on utilise il et elle et en anglais, on a un troisième genre qui est un peu comme un genre neutre. Si vous avez fait de l'allemand der, die, das, c'est exactement la même chose. Et ça fonctionne pour les concepts, les animaux qu'on ne connaît pas, mais aussi par exemple une entreprise. Donc regardez, l'entreprise, je vous le fais en français en premier. L'entreprise se situe à Caen, elle emploie 200 personnes. On met elle ou il. Si c'était par exemple l'organisme, cet organisme se situe à Caen, il emploie 200 personnes. Sauf qu'en anglais, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Souvent, on va dire she employs 200 people. Et ça, c'est faux. Ok? C'est it. Donc, ne vous laissez pas avoir. The company is located in Caen. It employs 200 people. Ok? The company is located. On force bien ici sur notre accent tonique qui est juste en fait, qui est ici. Ok? Qui est sur ces deux lettres. Located. Même avec le, hop là, j'ai oublié le id dans la phonétique, je vous le rajouterai. Is located in Caen. It employs, pas it employs, no, it employs 200 people. Et oui, parce que c'est bien de se concentrer aussi sur le pronom ici pour éviter la faute. D'accord? Le pronom, en fait, il remplace un nom. Si par exemple, je dis Adrien, c'est un nom propre, c'est-à-dire il est propre à moi, c'est mon appellation. Vous pouvez avoir un nom commun, la voiture. Mais quand on veut remplacer Adrien ou la voiture, on peut dire il ou elle, d'accord? C'est un pronom, c'est pour pronom, pour le nom. Là, c'est ce qui se passe. Le it, il remplace the company. Mais méfiez-vous, c'est pas she. Alors, on va vous comprendre si vous dites she, mais ça fait vraiment… en fait, on sent que vous n'avez pas une super maîtrise de l'anglais. C'est pour ça que je veux absolument vous permettre de corriger ces fautes parce que du coup, vous avez une belle expression en anglais de cette façon. Donc, on va répéter ensemble cette phrase, s'il vous plaît. The company is located in Caen. It employs 200 people. OK? Perfect. Maintenant, méfiez-vous aussi des possessifs et notamment à la troisième personne du singulier entre his et her. OK? Pourquoi? Parce que regardez, en français, sa voiture est garée en bas de la rue ou plus bas. D'accord? Sa voiture est garée plus bas. C'est sa voiture. On accorde son ou ça en fonction du nom qui est derrière. Sa voiture. Si c'était camion, c'est son camion. Mais du coup, ça ne nous dit pas s'il s'agit d'un ou d'une propriétaire. Alors qu'en anglais, c'est le cas, pas le car, justement, c'est la voiture. Lapsus. So, regardez, his car is parked down the street. Donc là, on a his car parce que his, en fait, c'est en fonction du propriétaire, c'est pas en fonction de ce qui est possédé en anglais. Ici, on sait que c'est donc un homme. Par exemple, Brian's car is parked down the street. The car of Brian, pour faire simple. His car. Pourquoi? Parce que Brian is a man. OK? Et si on avait par exemple, I don't know, like Hillary or Rihanna, OK? Her car is parked down the street. Or Nicole's car. OK? Her car. Puisque c'est une femme qui possède la voiture. Donc méfiez-vous parce que souvent vous avez tendance à associer en fait la possession en fonction du genre en français. Vous dites voiture, donc vous mettez her car, alors que c'est vraiment en fonction du propriétaire.
Là, c'est différent. Il y a une grosse différence entre l'anglais et le français. Deuxième faute, la structure « je veux que tu fasses quelque chose ». Donc là, il y a certaines structures qui sont figées et vous n'avez pas d'autre choix que de les apprendre par cœur, mais on ne va pas les apprendre bêtement, de manière théorique. Qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas apprendre ça par cœur. Non, on va apprendre un exemple par cœur qui va nous permettre de revoir d'ailleurs du vocabulaire très intéressant. Faire la vaisselle. To do the dishes. OK? So, pour dire vouloir que quelqu'un fasse quelque chose, c'est to want somebody to do something. Et c'est pas to want that somebody does something. Ça, c'est du français mot à mot. To want someone, somebody to do something. OK? So, ça nous donne I want you to do the dishes. I want you to clean your room. Je veux que tu ranges ta chambre, par exemple. Il veut qu'elle parte plus tard. He wants, on n'oublie pas le S de la troisième personne, he wants whom, donc qui? He wants her, qu'elle fasse quoi? To leave quand? Later, ok? He wants her to leave later. Alors, ça vient, ce type de structure, ça vient pas magiquement comme ça. Il suffit pas de le voir une fois pour dire « Oh, c'est bon, je la maîtrise, nickel ». Il faut pratiquer, en fait, un certain nombre de fois et après, ça vient tout seul, chers amis, dans la joie et la bonne humeur, bien évidemment. D'ailleurs, vous pouvez récupérer le PDF du cours et faire le quiz d'application en cliquant sur le i en haut à droite. Si vous ne voyez pas le i en haut à droite, c'est sans doute que vous êtes sur mobile ou sur tablette. Dans ce cas, pas de souci. Il suffit, on a tout prévu pour vous, de cliquer sur le lien qui est juste en dessous dans la description, chers amis, là aussi pour récupérer le PDF et faire le quiz d'application. Alors, regardez. Ensuite, troisième faute, s'arrêter de faire quelque chose et s'arrêter pour faire quelque chose. Bon, certains verbes appellent ing, d'accord, ou un infinitif en anglais. Et là, pareil, il faut un peu l'apprendre par cœur. Regardez. C'est le cas pour le verbe to stop qui accepte les deux. OK? Mais par exemple, si je vous dis continue, attendez, je vais essayer d'en trouver. Voilà, celui-ci. To look forward to. Donc, être impatient, être enthousiaste à l'idée de. Qu'est-ce qu'on met derrière? On met ing. Bon, là, vous n'avez pas le choix. Il faut l'apprendre par cœur. I look forward to seeing you. OK? Maintenant, si vous voulez dire arrêter de faire quelque chose. To stop to do something ou to stop doing something. Et c'est là où il faut l'apprendre par cœur, mais toujours par un exemple. Arrêter de faire quelque chose, c'est ing. To stop doing something. For example, I stopped smoking. OK? Mais vous allez me dire, mais je suis sûr que j'ai déjà vu avec to, I stopped to smoke. Oui, mais là, ça change le sens. C'est pour ça que ce verbe est spécial, to stop. Non seulement il faut apprendre pour chaque structure. Par exemple, I want, je veux quelque chose. Je veux faire quelque chose, c'est I want to do something. C'est pas I want doing something. Là aussi, il faut l'apprendre. To want to do something. Et to stop to do something, c'est s'arrêter pour faire quelque chose. Quand c'est dans le but de quelque chose, par exemple, I stopped to smoke. Je me suis arrêté pour fumer, afin de. Et I stopped smoking, c'est en fait, j'ai arrêté de fumer. Vous voyez la différence? I stopped smoking. J'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté l'activité de fumer. Et I stopped to smoke. Je me suis arrêté pour, dans le but de fumer. Passons maintenant à la quatrième, chers amis, à ces fameux temps. Je fais quelque chose depuis quelque temps. Donc, la notion de temps, elle est différente entre l'anglais et le français. Ou entre le français et l'anglais, c'est comme vous voulez. C'est une des grosses différences majeures et notamment dans cette zone qui pose le plus de problèmes, c'est celle qui se situe entre le passé
et le présent. Donc, on va partir de nos exemples. Mais avant, je voudrais voir quelque chose avec vous. De manière générale, vous voyez là, on est ici. Quand vous avez une action qui est révolue, c'est-à-dire terminée dans le passé avec aucune conséquence sur le présent, c'est votre prétérit. Et le deuxième nom du prétérit, c'est le past simple. Ou si vous voulez, le deuxième nom du past simple, c'est le prétérit. C'est deux termes qui désignent en même temps les actions révolues terminées dans le passé. Yesterday, I read a book. Hier, j'ai lu un livre. Point final. Donc là, on parle de hier et dès qu'on dit hier, c'est révolu, c'est dans le passé. C'est tout. Yesterday, I read a book. OK? Maintenant, si vous voulez parler de quelque chose qui s'est passé dans le passé et qui a une conséquence dans le présent ou qui continue dans le présent, vous devez parler du present perfect. Sauf que ce present perfect, donc quand vous avez votre action qui a une conséquence dans le présent, ou une action qui commence dans le passé et qui continue jusque dans le présent. Si ça a une conséquence sur le présent, ça va être le present perfect simple. Si c'est une action itérative, c'est-à-dire un processus qui se répète depuis le passé jusque dans le présent et qui continue dans le présent au moment où le sujet prononce la phrase, ça sera un present perfect continuous. OK? Continuous. Mais il y a encore un twist, quelque chose en plus. Mais on va voir avec les exemples justement pour pas vous perdre. To learn. To learn English. Apprendre l'anglais. So, 2 years ago, I learned English. Il y a 2 ans, j'ai appris l'anglais. Vous voyez, quand on dit 2 years ago, on veut appuyer sur le fait que il y a 2 ans, c'est dans le passé. Maintenant, vous pourriez dire I have learned English. J'ai appris l'anglais et donc votre conséquence dans le présent, c'est j'ai appris l'anglais dans le passé, donc maintenant je le connais. I have learned English and now I can speak English. OK? Mais vous pourriez dire aussi I have been learning English for 2 weeks. J'apprends l'anglais depuis 2 semaines, donc ça a commencé il y a 2 semaines, ça continue, j'apprends l'anglais depuis 2 semaines, je l'apprends encore au moment où moi, sujet de la phrase, je fais cette phrase, donc on a un present perfect continuous, ok? Comment on les forme? Le simple, c'est soit have, le present perfect simple, c'est soit have ou has à la troisième personne du singulier, ok? Have, has, plus votre verbe avec ed à la fin, sauf si c'est un verbe irrégulier. Et si c'est le present perfect continuous, qu'est-ce que vous mettez? Vous mettez have ou has. Donc has, c'est à la troisième personne du singulier, évidemment, plus been, qui ne change pas, qui est invariable, plus votre verbe en ing. C'est ce que je vous explique ici et ici, d'accord? Donc le verbe en ed, en fait, évidemment, c'est le participe passé. Donc, par exemple, I have been learning English for 2 weeks. Mais attention, il y a une catégorie de verbes qui déroge un peu. Et c'est souvent ceux qui posent le problème. Ce sont les verbes qu'on appelle stative verbs, les verbes d'état. Et on va commencer par le français. Si je vous dis « j'habite à Paris » en français, est-ce que ça vous viendra à l'idée de dire « je suis en train d'habiter à Paris » ? Si je dis « j'habite à Paris », j'ai pas besoin de dire « je suis en train d'habiter à Paris ». Ça n'a pas de sens de rajouter le « en train » puisque par essence, par lui-même, le verbe « habiter », c'est quelque chose qui est en train de se passer. D'accord ? Soit vous dites « j'ai habité à Paris », on sait que c'est fini, soit vous dites « j'habite à Paris ». D'accord ? Et si vous dites « j'habitais à Paris », eh ben c'est aussi dans le passé, c'est fini, vous voyez ? Donc, ce type de verbe, il n'y a pas besoin de préciser que c'est en train de se passer parce que déjà par eux-mêmes, c'est quelque chose qui est en train de se passer. Par exemple, le verbe « devenir ». Je deviens plus sage, je ne vais pas dire « je suis en train de devenir plus sage ». Ou alors, c'est vraiment pour renforcer, faire un effet de style. Mais « je deviens », c'est quelque chose qui est en train de se passer. « To live », habiter, c'est déjà en train de se passer. Donc, pour exprimer quelque chose qui commence dans le passé et qui continue de manière continue, si je puis dire, même si c'est pas très beau,
ça continue jusque dans le présent. On va utiliser simplement, puisque ça suffit, comme la progression, le fait que ça soit continu est déjà contenu dans le verbe lui-même, on va utiliser un present perfect simple. He has lived in Oslo since 2019. OK? He has lived in Oslo since 2019. Il vit à, bon, j'ai exagéré un peu là sur le Oslo, mais c'est pour que vous ayez bien la prononciation, c'est pas Oslo, ok? He has lived in Oslo since 2019. Il vit à Oslo depuis 2019. Pas besoin de dire he has been living in Oslo since 2019, à moins que vous vouliez vraiment insister sur le fait qu'il habite à Oslo depuis 2019, mais le present perfect simple pour ce type de verbe et notamment to live qui pose souvent problème est largement suffisant. Donc j'habite à Paris depuis 2 ans. I have lived in Paris for 2 years et surtout pas du présent. C'est pas I live in Paris for 2 years. Grosse faute. Mais maintenant, vous savez pourquoi. Parce que ça commence dans le passé et ça continue dans le présent. Et ça continue de manière graduelle. J'habite depuis 2 ans, donc c'est tous les jours où j'ai habité. Mais comme c'est un stative verbs, un verbe d'état, qu'est-ce qu'on fait? On met simplement un present perfect simple. Alors qu'il y a une grosse différence entre I have learned English, j'ai appris l'anglais, and now I can speak English. Je l'ai appris, conséquence dans le présent. Et I have been learning English for 2 weeks, for 2 years if you want to. J'apprends l'anglais depuis 2 ans. Vous voyez la différence? J'ai appris l'anglais et j'apprends l'anglais depuis 2 ans. OK, guys? Bon, j'espère que c'est clair. Si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas, chers amis. Peut-être que certaines choses, enfin, c'est pas peut-être, c'est sûr, j'en ai déjà parlé. Mais c'est un bon rappel pour vous, même si vous connaissez déjà ça. Mais le but du jeu, en fait, c'est pas de se dire « Oh bon, je connais déjà la moitié, c'est bon ». C'est prendre justement, vous saisir des choses qui étaient peut-être de la révision, mais pas forcément très actives quand vous alliez vous exprimer. Donc, vous étiez peut-être susceptible de faire les fautes. D'accord? Donc, si c'est le cas, allez un petit peu plus loin en creusant bien les exemples. Si pour vous, c'est nouveau, faut comprendre les explications, bien sûr. Et si il en manque, si j'étais pas très clair, vous n'hésitez pas, vous mettez une question juste en dessous, un commentaire, d'accord? Et partez toujours des exemples, d'accord? C'est hyper important. Voilà, chers amis, à très vite dans la joie et la bonne humeur. Bye bye, have a nice day.